Ouais. Mais alors du coup, quelle est la solution? Parce que ces grands corps, ils ont été créés parce qu'on avait besoin, malgré tout, de gens intelligents, de gens formés pour tenir l'État. C'est-à-dire que on a créé l'ENA parce qu'on avait besoin d'une administration solide, parce qu'un pays comme la France, ça ne se gère pas comme Malte, quoi. Il y a quand même 70 millions de personnes, il y a un PIB qui est gigantesque, donc c'est pas évident à tenir, quoi. Du coup, et si ces grands corps ont fini par pourrir, finalement, quelle est la solution? Comment fait-on derrière pour de nouveau avoir un État qui fonctionne? Et est-ce qu'il y a une Alors, solution? Est-ce qu'on pourrait effectivement, tout simplement retourner à la table, hein, et puis dire hop, vous avez raison, il nous faut des gens, mais c'est évident, un pays qui veut être puissant sur la scène internationale, il a besoin d'une véritable intelligence à sa tête, qui soit présente dans tous les rouages de l'administration pour tenir à la fois ce qui est régalien et tenir ce qui est économie, ce qui est commerce, etc. Donc il nous faut des gens profondément capables de gérer la complexité, donc avoir une aptitude intellectuelle très forte. Euh, et ces gens-là sont là pour aider à gouverner nos politiques, ces politiques que nous choisissons. Euh, alors, ce qu'on observe, c'est que l'articulation entre le politique et la haute fonction publique est une articulation qui est loin d'être simple. C'est pas le politique dit euh, à l'administration mettez ça en œuvre et il peut dormir sur ses deux oreilles. Les choses sont mises en œuvre très rapidement. C'est pas comme ça que ça se passe. La haute administration est très fière de son pouvoir, très fière de pouvoir aussi ralentir, ne pas faire, emmêler, etc. S'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dans ce que le politique lui demande. Le 27 décembre 2022, je ne sais pas si vous avez vu cette circulaire d'Elisabeth Borne qui précise sur un ton très sévère à l'ensemble de la haute administration française que ne pas appliquer rapidement les décrets gouvernementaux revenait à, à avoir une attitude dédaigneuse et de mépris pour la population française. Ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'il se passe bien quelque chose dans cette articulation qui fonctionne pas bien. Et donc, elle qui était auparavant haute fonctionnaire, est passée ministre, première ministre, et donc se plaint finalement du fonctionnement de la haute administration qui peut ralentir ou qui peut ne pas aller à la vitesse à laquelle le politique lui demande. Donc cette articulation est fondamentale. On a besoin d'une articulation de très haut niveau, avec des gens de très haut niveau, mais qui ont aussi, comme je le disais tout à l'heure, une vraie expérience de vie pour pouvoir percevoir beaucoup mieux la population. Emmanuel Macron, le 29 avril 2019, a présenté quelque chose de très intéressant. Et j'ai découvert ça il y a quelques jours, et finalement ça m'a beaucoup intéressé parce que il, euh, il, euh, il décrit, enfin, ou c'est plutôt moi qui décris, mais euh, dans mon livre, je décris quelque chose qui est tout à fait semblable à ce qu'il précise en termes de solutions et de dysfonctionnement dans la haute administration française. Il dit quoi? Il dit on ne peut plus avoir un mode de fonctionnement avec des grands corps d'État. Il faut mettre fin à ce mode de fonctionnement. Pourquoi, à cette époque-là, il commence à dire ça? Parce qu'il y a eu les Gilets jaunes quelques mois auparavant. Et donc lui, il a compris. Ces gens-là qui sont placés là où ils sont, tout en haut, ils ont compris que leur mode de fonctionnement avait produit dans la population un véritable désarroi, une véritable colère. Donc il a fait le lien entre cette colère que le pays, enfin dont le pays s'est enflammé, et le comportement de la haute fonction publique, et plus précisément le comportement des grands corps d'État. Donc lui réagit en disant on va mettre fin aux grands corps d'État. Ça, c'était le 25 avril, non, oui, c'est ça, je crois que c'est le 25 avril 2019. Il dit il faut mettre fin aux grands corps d'État. On ne peut plus recruter comme on a pu recruter ces dernières décennies. C'est pas bénéfique pour le pays et ça ne
crée pas, comment dire, la richesse intellectuelle nécessaire pour le pays, pour lui permettre d'être, comment dire, rayonnant sur la scène internationale et solide à l'intérieur. Donc, ce qu'il dit, c'est que euh, ce mode de fonctionnement s'oppose à avoir une véritable filière d'excellence dans le pays. Donc, il faut casser le corporatisme, casser les corps et ouvrir la haute fonction publique au monde académique, l'ouvrir à la recherche, l'ouvrir à l'international, pour s'ouvrir l'esprit et devenir en phase avec le monde. Et ça, son discours, moi, je l'ai trouvé très bien. Alors, comme souvent, il fait des beaux discours Oui. et puis ça reste à l'intérieur des mots. On verra si s'il va effectivement aller jusqu'au bout. Bon, il a dissous l'ENA. Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? J'en suis pas certain, parce que le problème, ce n'est pas l'école, c'est ce qui se passe après, c'est le corporatisme, c'est ce qui se passe après, ce qui fait que ces gens se regroupent entre eux et sont dans ce tous pour un pour tous. Et il dit aussi, et ça m'a tout à fait intéressé, parce que c'est ce que c'est ma thèse en fait dans ce livre, le candidat à la haute fonction publique doit être mis à l'épreuve. On ne peut pas être haut fonctionnaire quand on sort tout juste de l'école. Ça n'a aucun sens. On n'a aucune expérience de vie, on n'a rien vécu de fort. Et on peut imaginer à ce moment-là une autre fonction publique qui soit tout à fait différente, c'est-à-dire qu'on puisse devenir haut fonctionnaire, non pas à vie. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi Emmanuel Macron, c'est-à-dire ces emplois à vie, ça suffit. Cette impunité totale, ça suffit. Il le dit comme ça. Vous voyez? Mm. Donc, quelqu'un qui est à ce niveau-là, qui a vu tout ça totalement de l'intérieur, dans un des plus grands corps, le plus prestigieux qui soit, l'inspection des finances, il dit ça suffit. Ça suffit parce que ça ne produit pas des gens finalement intelligents. Parce que l'intelligence, c'est pas l'aptitude intellectuelle. Il y a une escroquerie en fait en France, je pense, depuis plusieurs décennies, où on a installé la croyance que je suis fort à un concours, je suis intelligent. Oui. L'intelligence, ce n'est pas l'aptitude intellectuelle. L'intelligence, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est la capacité à prendre les bonnes décisions. Et on prend les bonnes décisions quand on est à la fois effectivement capable de gérer la complexité, donc avoir une aptitude intellectuelle, mais quand on sent le monde, quand on a une expérience du monde, c'est ça qui rend la personne intelligente. Voyez. Et donc cette escroquerie qui s'est répandue en France euh, par l'intermédiaire des corps, par l'intermédiaire des grandes écoles, fait qu'aujourd'hui, on a réduit l'intelligence à l'aptitude intellectuelle. Et donc, pour ces gens-là, ça, pour ces hauts fonctionnaires, moi j'en ai rencontré qui sont effectivement issus du Cours des Ponts ou de l'ENA, par exemple. Et moi, je me rappelle d'une discussion tout à fait anodine avec l'un où je lui parlais d'un livre que j'avais lu et je lui demandais s'il en avait entendu parler. Et il me répond, oh, moi, tu sais, je suis que BD. Et je me suis rendu compte après que tout son prisme de lecture du monde passait par les aventures d'Astérix et d'Obélix. Ah oui, Alors c'est c'est bien, déchet. non, mais c'est très bien Astérix et Obélix, hein. Mais quand Ouais. on est à la tête, bah, on attend un peu plus large, un peu plus complexe. Ces gens-là ne peuvent pas être en capacité de diriger correctement. Vous voyez, c'est ça que je dis. C'est cette différence entre l'intelligence et l'aptitude intellectuelle, c'est absolument fondamental. On peut être très apte intellectuellement et avoir aucun bon sens. Par contre, quand on est intelligent, on a du bon sens. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Quand la population, quand elle se soulève, ben, c'est qu'elle constate qu'il y a une absence de bon sens totale dans les décisions qui sont prises et dans ce qu'on lui demande d'appliquer, de subir et de vivre. Si c'était du bon sens, tout le monde s'y plierait, mais c'est pas le cas. Donc on voit bien là le travers entre une caste de très haut niveau, entre guillemets, qui a perdu du bon sens parce qu'elle a perdu la foi dans son pays, parce qu'elle a perdu un rayonnement intellectuel, qui va produire des décisions qui sont totalement décalées avec ce qui serait bon pour la population. Or, le contrat social,
il repose sur la confiance entre la population et son élite. S'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de contrat social. Et là, on rentre dans une zone inconnue. On rentre dans Ouais. une zone très dangereuse. Très, très dangereuse. Alors, moi, à mon avis, c'est renverser la table, c'est aller encore vers pire. Parce qu'une fois, quand on renverse la table, on ne sait jamais qui la relève. Et en général, ceux qui la relèvent, la table, ce ne sont pas ceux qui l'ont renversée, vous voyez. Donc ce sont les plus malins qui connaissent parfaitement les rouages du système, qui savent comment récupérer le système, manipuler, etc., etc. Donc il faut être très très méfiant par rapport aux, comment dire, aux idées ou aux fantasmes de révolution violente. Bon, moi, je ne suis pas du tout favorable à ce genre de choses, évidemment. Par contre, véritable changement de la formation de ces gens pour leur donner un véritable squelette moral, squelette intellectuel, culturel, solide, qui leur permette d'appréhender justement et de s'ajuster au monde, c'est ça qu'il nous faut. La France est un pays très riche, pays remarquable, mais s'il est de, on sent bien tous que les choses se délitent parce que bah, ces décisions ne sont pas intelligentes. Voilà, je le résumerai comme ça. Et ce qui est absolument pervers aussi dans ce système, c'est que cette caste d'État, elle produit des décisions qui ne vont pas s'appliquer à elle. Quand on vit dans Mmh. l'impunité, on risque rien. On risque absolument rien pour son emploi, on risque rien pour son niveau de vie. Encore une fois, on ne peut que gagner. Et donc, elle produit des décisions pour des gens qui, eux, sont dans le risque tous les jours, qui, eux, peuvent perdre leur emploi, perdre dramatiquement leur niveau de vie, etc. C'est impensable, impensable comment dire, d'imaginer qu'une démocratie puisse durer avec une caste qui n'est absolument pas impactée par les décisions qu'elle prend. Eh bien, Paul-Antoine Martin, merci pour cette interview. Je rappelle le nom de votre livre, Le Clan des Seigneurs, qui est aux éditions Max Milo. Donc, je mets un lien dans la description si les auditeurs veulent aller le voir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous Merci, d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.